Évidemment, ce n'est pas drôle d'aller s'enfermer dans une salle par un beau jour de printemps pour aller suivre un cours de manutention et de sécurité. Et pourtant, quand on voit ça... Ah, il y a quand même quelqu'un qui... Oh, l'homme maladroit. Vous l'avez vu. Et vous savez tous parfaitement bien comment il faut s'y prendre pour soulever une charge. Alors, pourquoi pas lui, hein? Messieurs, chaque année, la direction du personnel établit des statistiques classant par cause les accidents du travail. Ces statistiques font ressortir que les accidents survenus au cours des manutentions de matériaux sont de beaucoup les plus nombreux. En 1952, ils ont atteint 34,4% du nombre total des accidents. Il est certain que dans notre service, les manutentions sont nombreuses. Rails, traverses, cœurs de croisement, pièces d'appareil, fûts de toute nature, poteaux télégraphiques, longues lignes de pont, etc. Mais ce nombre important d'accidents serait certainement moins élevé si les agents, chefs et ouvriers appliquaient les prescriptions contenues dans le manuel de manutention des matériaux de bois. On constate trop souvent des chefs qui ne savent pas commander, qui ignorent les commandements, qui n'exigent pas de leurs agents une discipline stricte, la pose correcte des mains et des pieds. Des agents qui se placent dans n'importe quel ordre, qui bavardent, fument pendant les manutentions. Voilà, messieurs, ce que je tenais à vous dire avant de commencer l'étude du manuel de manutention. Mais je crois que la moindre image vaut mieux que les meilleurs discours. Aussi, vais-je demander au cinéma de vous expliquer les prescriptions du manuel. Allons, messieurs, place au film. Enfoncez-vous bien ceci dans la tête. Ne soyez jamais distrait dans votre travail. Une opération courante dans toutes les brigades, c'est bien le déchargement des rails. Cette manœuvre demande de l'attention et de l'ensemble. En voici les détails. À la pince, les rails vont être amenés au bord du wagon par quartiers successifs. Le chef seul commande la manœuvre. Quartier d'avant. Tourne. 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 Les glissières coudées doivent être soigneusement graissées pour éviter tout freinage intempestif au cours de la descente. Les griffes, munies des poulies sur lesquelles passeront les cordages, sont fixées au rail. Puis, une extrémité du cordage est solidement attachée à un rancher. Et surtout, ne pas oublier de caler le wagon, 2 coups de pince et... Pour glisser. Descendez. Personne ne doit se déplacer dans la zone de déchargement. Même pas un opérateur de cinéma emporté par le zèle professionnel. Tenez, vous voyez? Mais oui, c'est fait exprès. Mais enfin, ça peut arriver, une corde qui glisse des mains, une griffe qui lâche.
Pour charger un rail, le chef veille à ce que la montée soit régulière en scandant de la voix les mouvements de l'équipe. Nous allons assister maintenant à une cérémonie, le mariage de rail Vignol, que l'équipe ici se dispose à mettre en dépôt. Attention, halte. Comme il est, pause. Le premier élément posé est accosté à la pince contre le rail de rive déjà en place. Pour accoster. Ensemble. Puis, l'équipe va le basculer vers elle d'un quartier. Gardez sur nous. Main dessus. Tourne. Un second rail est amené. Attention. Halte. Comme il est. Pause. Pour accoster. Ensemble. Accosté près du précédent, patin contre champignon, il va être basculé en avant. Quartier en avant. Main dessus. Allons, cette main mal placée. Croyez-vous avoir trop de doigts pour travailler? Tourne. Et les deux rails s'emboîtent l'un dans l'autre et ensemble basculer contre le rail de rive. Tourne. Le cinéma, qui possède plus d'un tour dans son sac, nous fait voir maintenant le même mouvement au ralenti. Les mains tiennent solidement assemblés les deux rails. 4 doigts sous le champignon du premier rail, la paume et le pouce contre le patin du rail numéro 2, et hop! Voilà un mariage bien réussi sous l'œil bienveillant de monsieur le maire, non, c'est-à-dire sous le commandement du chef de canton. Regardons ensemble maintenant comment il faut s'y prendre pour transporter un rail et le charger sur lorry. Amenés au point de chargement, les lorries sont soigneusement calés. L'équipe en place, le chef prend la direction de la manœuvre. Quartier sur nous. Main dessus. Il est très important d'observer ici la position des mains et des pieds. Tourne. Tourne. Traversez. Quartier en avant. Main dessus. Tourne. Dans les cheveux. Main dessus. Remarquez encore la position alternée des mains. Coupe. Stop! Tenez, voilà un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Cet agent est peut-être gaucher, mais tout de même. Allons, reprenez la bonne position. Là, voilà. C'est encore le ralenti qui nous montre, en les décomposant, les mouvements des mains et des bras quand on prend un rail à terre pour le porter à la ceinture. Cette seconde vue, toujours ralentie, nous permet d'observer en détail l'enlèvement d'un rail comme il est. Vers la droite. À la boiteuse. Marche. Ah, voici encore notre gaucher incorrigible. Par sa seule mauvaise position, il gêne toute l'équipe dans son évolution. En avant. Marche. Ensemble. Pause. Gardez sur nous. Main dessus. Tourne. Avec de légères glissières coudées venant d'affleurer le dessus du lorry,
on exécute avec un faible effectif le chargement d'un rail. Afin d'éviter tout déplacement ou soulèvement des lorries au cours de l'opération, ceux-ci sont calés et arrimés par le cordage qui sert au halage du rail. Ensemble. Avec ce procédé, 4 hommes opèrent facilement le chargement d'un rail de 18 mètres. L'opération terminée, les glissières reprennent leur place entre les deux fers à U du châssis des lorries qui, libérés de leurs entraves, sont prêts au départ. Le déchargement d'une pièce d'appareil s'opère de la même façon que pour un rail, mais après avoir évidemment rapproché les glissières et fixé les griffes que nous connaissons aux extrémités où elles ont le maximum de prise. Pour glisser. Laisse aller. Et tout doucement, 1000 kilos d'acier vont arriver au sol. Lorsqu'il s'agit de transporter à bras un pareil poids, on utilise des talonniers. On accroche les griffes, puis les crochets. Et le chef commande. Attention, main dessus. Coupe. Le secret de la bonne réalisation de cette opération réside dans la coordination parfaite de tous les mouvements. Exigeant de nombreux agents, cette manœuvre doit être menée en cadence, car si un seul homme ne suit pas le mouvement, il devient une gêne pour tous ses camarades, comme ce dernier par exemple qui a perdu le pas. Pour décharger rapidement un wagon de traverse, rien de plus facile. Il suffit, comme ici, de les jeter purement et simplement par-dessus bord. Mais ce n'est pas l'avis du chef de canton qui ne trouve pas ça du tout à son goût. Allez, allez, recommencez-moi ça. Tout d'abord, les ridelles du wagon sont abaissées. Puis, avec l'aide d'une équipe qui déchargeait un wagon voisin, les traverses sont passées une par une par les agents montés sur le wagon à leurs camarades restés à terre et qui vont les mettre en tas régulier. Ça, c'est du bon boulot, et combien moins dangereux. Il est facile de comprendre ici pourquoi les traverses doivent être bien rangées, car lorsqu'on veut les manutentionner de nouveau, il est plus aisé ainsi de les prendre, à condition bien entendu de ne pas faire le zigoto et de faire attention à ce que l'on fait. N'est-ce pas, monsieur Untel? Allons, ce ne sera rien. Un petit repos et l'on n'en reparlera plus. Mais attention la prochaine fois. Quand on ne dispose que d'un petit effectif, les cœurs de croisement peuvent être manutentionnés par 2 hommes à l'aide des treuils girales. Sans fatigue, la charge est soulevée en tournant les volants sans heurts et sans à-coups, les socles des treuils étant bien appuyés sur le sol. Les lorries sont amenées
mise en place et bien calée. La charge peut maintenant descendre. Le cœur reposant sur les loris, les treuils vont être rapidement démontés et transportés avec le chargement. Tout est fini, en route. Tiens, voici monsieur Untel remis de ses émotions. Et de nouveau d'attaque et plein d'assurance. Aïe, ça y est. Et cette fois, il y a des victimes. C'est Bretel. Mais que diable, c'est pourtant simple. Regardez. Mais oui, semble dire l'inconstant. Et l'équipe s'en va avec un traînard, jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Peu fréquemment d'ailleurs, les brigades peuvent être appelées à exécuter des manutentions exceptionnelles, comme celle de poteaux par exemple. Dans ce dernier cas, le chargement est réalisé avec des glissières ou à défaut avec 2 poteaux en faisant office. Roulé jusqu'à la remorque, le chargement doit être judicieusement équilibré. Un calage efficace évitera à ce fret un peu spécial tout déplacement pouvant avoir de fâcheuses conséquences. Un bon arrimage est absolument recommandé en cas de transport à grande distance. Le chargement terminé, on enlève les glissières. Pour jeter. Demi. Jette. Les ranchers sont remis en place et le convoi est prêt à partir. Tiens, des pêcheurs bretons? Non. Bottés et gantés de caoutchouc, munis de lunettes et habillés de vêtements ignifugés et imperméables d'un type spécial, ces hommes font partie d'une équipe de désherbage chimique. Le feu est ici en effet l'ennemi numéro 1, car la manutention du chlorate impose de sérieuses précautions. Les fûts et les wagons servant au transport de ce produit se signalent d'ailleurs du danger qu'il renferme. Pour décharger ou rouler les fûts, il ne faut utiliser que des poulains en fer, le bois étant formellement interdit en toutes circonstances. L'eau doit toujours être à proximité au cours d'une manutention et le lieu de stockage dépourvu de toute végétation. Débarrassé de son chargement, le wagon est lavé à grande eau afin d'éliminer d'éventuelles poussières inflammables. Ah non alors, pas dans une brouette en bois. Il y a un mois à peine, un véhicule de ce genre fut réduit en cendres parce qu'on y avait transporté du chlorate. Pourquoi? Une étincelle, une allumette à demi-éteinte, cela suffit. Alors, il vaut mieux décharger le fût et le rouler à la main jusqu'au gros. Quant à la brouette, on la fera passer à la douche si l'on veut qu'elle fasse de vieux os. Le fût est chargé sur le groupe pour être vidé dans le bac de dissolution. Il faut noter que les groupes désherbeurs modernes sont munis de petits élévateurs ou d'un bac de dissolution sous la citerne. Après avoir mis leurs lunettes pour ouvrir le fût, les agents se munissent d'une barre de bois humide que l'un d'eux a retirée de la cuve à eau pour transporter le fût au-dessus du bac de dissolution.
Le chlorate va être ensuite dissous au jet. Les fûts vides sont soigneusement lavés. Il importe qu'ils soient débarrassés de toute trace de chlorate qui, mélangée à n'importe quelle poussière combustible, est susceptible de s'enflammer. Et c'est pour cela que l'équipe doit subir, après le travail, une sérieuse douche collective. En cas d'emploi de vêtements de tissu ignifugé, ceux-ci sont plongés dans l'eau. Mais que fait-il encore? De grâce, monsieur Attel, attention! Tiens, notre pénible vedette a disparu discrètement de la salle de cinéma. Ah, cette fois, il a compris que s'il a été la risée de ses collègues, ces malheureuses exhibitions auraient bien pu se terminer de très fâcheuse façon. La séance est terminée. Sur le chemin du retour, on croise un vieux cantonnier. Eh oui, cette traverse, on a bien voulu la remettre en place tout à l'heure, mais... c'est jeune. C'est si facile quand on sait s'y prendre. Il suffit de plier les jambes. Là, et voilà. La piste est enfin dégagée, permettant aux agents de regagner leur cantonnement en toute sécurité.